Bienvenue dans cette session. Aujourd'hui, on est avec Ibrahim Mahmoud, qui va nous parler de la migration vers Azure, les stratégies et les informations clés pour réussir. Donc, Ibrahim, bienvenue. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Ibrahim Mbodji, donc je suis Solution Architect chez Avanade. En France, j'ai un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience dans Azure, dans l'écosystème IT, et un peu moins dans Azure. Ça fait quelques années, mais j'ai travaillé sur des parties réseau et systèmes on-prem avant de faire de l'Azure. Et je suis très content de me joindre à vous aujourd'hui pour vous parler des stratégies de migration et aussi des informations clés pour réussir une migration. Ok. Alors, l'agenda, c'est le suivant. Donc, pourquoi on migre? Quelles sont les motivations pour migrer? Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser? Les outils. On va parler d'Azure Migrate, même s'il y a d'autres outils. Parler des frameworks et on va conclure. OK. Alors, pourquoi on migre dans Azure? Il y a plusieurs raisons, mais dans la plupart du temps, on voit des expirations de contrats par rapport au centre de données, communément appelé data center exit. On peut avoir des besoins en matière de capacité de calcul, soit par exemple une extension du centre de données ou clairement d'autres solutions qui vont être reliées au centre de données. Notamment sur la partie GPU, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple. Ça peut être de l'actualisation logicielle ou matérielle, du fan support, ou peut-être des bureaux distants ou des applications distantes. Ça, c'est le côté infrastructure. Ensuite, il y a le côté applicatif où on peut être amené à moderniser, migrer des applications, faire du développement hybride et des applications intelligentes. Okay. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à une transformation ou à une migration, notamment en termes de sécurité, en termes de gouvernance, en termes de support, en termes d'outils, en termes de staffing. Il y a plein de choses qui peuvent venir, que les clients peuvent avoir comme question. OK. Pareil sur la partie migration en tant que telle. Est-ce qu'il y a des frameworks? Est-ce qu'il y a des cadres qui permettent de migrer sereinement? Est-ce qu'on peut avoir l'aide de Microsoft? Il y a plusieurs choix. Est-ce que j'ai les moyens en tant que client d'évaluer les outils, d'évaluer les différentes stratégies que je peux avoir? Quels sont les outils qui sont proposés pour faire la migration? Donc, on va survoler un peu pour essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, une première partie de réponse, ça va être le cadre, donc le framework, qui est le framework d'adoption du cloud pour Microsoft. Donc, quand le client veut migrer dans Azure, il y a un certain nombre d'outils et de frameworks qui peuvent être utilisés. Dans le cadre d'Azure, il y a le framework d'adoption du cloud qui se base sur quatre grands principes. Donc, la partie définition de la stratégie, planification, préparation et adoption. OK. Il y a trois autres parties où, une fois qu'on a migré, on a besoin de sécurité, on a besoin de gouvernance, on a besoin aussi de gestion. OK.
si je reviens à la première partie, définition de la stratégie, c'est une phase qui est super importante parce que ça détermine votre succès derrière de migration, parce que si vous n'avez pas une bonne stratégie, il va sans dire que vous pouvez avoir des regrets derrière. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la planification parce qu'elle est super importante aussi. Donc, on va voir en détail la partie planification, préparation aussi, la partie migration. Donc, que ce soit des stratégies en mode lift and shift ou des stratégies de modernisation. Je vais vous montrer aussi une partie sécurité, gouvernance. Je parle pas trop d'outils de gestion, mais je vous envoie les liens pour faire les assessments, avoir des bases de référence, etc. Ok, en ce qui concerne les stratégies de migration, alors des fois vous avez les 5, 7 R, il y a plusieurs niveaux de chemin de migration. Je vais rester sur ces quatre-là, la partie rehost, donc où on relocalise les serveurs, donc communément appelé la partie lift and shift, d'accord. Refactor pour refactoriser le code. Donc il y a, ça dépend des priorités en fait. Donc si on voit que par exemple c'est une application qui n'est pas, par exemple, je ne sais pas, d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue business, ça va pas être une application qui va être viable dans le temps, autrement qui va être décommissionnée dans pas trop longtemps, pas à court terme mais à moyen terme. Donc peut-être ça vaut pas le coup de faire de la refactorisation ou de refaire une architecture. Mais par exemple, si c'est une application qui est utilisée, et il y a d'autres solutions qui sont proposées pour soit remplacer, soit faire une nouvelle architecture, on peut utiliser le mode rehost ou donc le mode lift and shift. Donc on peut faire soit sur des machines virtuelles, soit, donc je vais montrer à la fin la partie Azure VMware Solution. La partie refactor, donc souvent ça va être des conteneurs ou des services pass, donc Azure App Service, etc. La partie architecte, ça peut être des microservices, ça peut être du serverless, ça peut être d'autres services pass aussi. Ça dépend du besoin et de la nature de l'application. Ça peut être par exemple, est-ce qu'on fait du event driven, est-ce que c'est anciennement du monolithique et qu'on a besoin de persister de la donnée. Donc il y a plein de choses qui font que on peut avoir tel ou tel service. Et enfin la partie rebuild, où on sait que c'est une application qui est stratégique, mais aujourd'hui c'est du legacy et on a besoin d'avoir une nouvelle approche, donc qu'on appelle cloud native, en tirant parti de tous les services qui peuvent être intéressants pour reconstruire l'application. Okay. Je vous donne un exemple vite fait sur les stratégies. Donc la première des choses, c'est la partie découverte. Donc connaître son patrimoine numérique. Ok. Une fois qu'on connaît son patrimoine numérique, évaluer et hiérarchiser ou prioriser les applications. Donc il faut connaître les dépendances. Quelle application peut être migrée sans quelle autre application, aller au-delà d'une visibilité ou d'une vision infra. Il faut aller sur une vision business, une vision service. Ensuite, déterminer le chemin de migration. Donc, il y a l'embarras du choix. Comme je disais tout à l'heure, on peut soit aller sur des machines virtuelles, soit aller sur des services PaaS, ou pourquoi pas aller sur des services SaaS.
je parle pas beaucoup de bases de données dans cette session, donc j'en profite pour vous montrer un peu les chemins de migration des bases de données, que l'on soit sur du Oracle, sur du SQL ou des bases de données open source. Il y a deux choix. Soit on migre vers des VM, soit on migre vers des services managés. Il y a différents outils qui peuvent aider comment dire, à faire la migration de base de données, mais elle est tout aussi importante que la partie applicative, parce que la partie applicative ne peut pas aller sans la partie base de données dans la plupart des cas. Il faut une checklist et un plan d'exécution. Aujourd'hui, tout est documenté. Je vous envoie les liens qu'il faut pour avoir accès à ces fichiers-là. Tout est documenté, il faut juste bien s'organiser. Ensuite, il faut avoir à l'esprit qu'il faut autant faire les vérifications nécessaires, faire les assessments nécessaires au niveau de la source, mais également au niveau de la destination, il faut avoir le socle technique pour pouvoir permettre la migration. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une landing zone ou une zone d'atterrissage qui permet de définir le socle infrastructure, les différentes stratégies de gouvernance, de sécurité, la partie gestion de coûts, la partie automatisation et DevOps, la partie gestion d'identité et des accès, la partie réseau, connectivité, topologie, etc. Donc, le but des landing zones ou des zones d'atterrissage, c'est d'aider les organisations à pouvoir avoir des environnements sécurisés et évolutifs de manière à ce qu'ils n'aient pas à revenir derrière pour s'il y a une spécificité au niveau d'un portefeuille d'application ou d'une application, de pouvoir refaire des choses. Donc là, on le pense et on le définit une fois, et après, il y a l'évolution qui se fait. D'accord ? Alors, parlons maintenant de la partie lift and shift. OK ? La partie lift and shift, principalement, ça va être via Azure Migrate, qui est le principal outil de migration dans Azure. Donc, on peut partir d'AWS, Google Cloud, Hyper-V, VMware, etc. Aujourd'hui, il y a en preview la possibilité de faire des conteneurs. D'accord. Mais principalement, on va l'utiliser plus sur la partie serveur et peut-être sur la partie web app. OK. Et il y a aussi une partie database migration qui peut être utilisée. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie server assessment et la partie server migration. Pourquoi server assessment? On a besoin de découvrir les serveurs, voir ce qui est installé dessus. Ça va nous permettre de voir les dépendances. Donc, bien sûr, il faut coupler ça avec la connaissance business, avec les application owners, par exemple, pour pouvoir avoir une bonne connaissance non seulement de la partie infra, mais de la partie charge de travail. Ensuite, il faut faire l'évaluation, dimensionner les machines virtuelles, faire le coût total de possession, par exemple, estimer les coûts, parce que c'est bien de migrer, mais il faut savoir aussi avoir une bonne estimation de combien ça va nous coûter, quel est le retour sur investissement. Et il y a une deuxième partie qui est la migration, dont je vais présenter un peu l'architecture derrière. Donc, l'architecture, elle est la suivante. La première partie, c'est la partie découverte. Donc, clairement, c'est une appliance. Derrière, il faut créer un projet Azure Migrate dans Azure. Donc, clairement, c'est une OVA qui est fournie sur la partie VMware. Donc, on peut faire de l'Hyper-V ou des serveurs physiques, mais là, je me focus un peu sur la partie VMware. On a besoin de faire quelques ouvertures de ports,
au niveau du réseau du vCenter, on a besoin de donner des droits, de créer certains utilisateurs et donner des droits pour les informations au niveau vCenter. Et tout se passe au niveau HTTPS. Donc, bien entendu, l'appliance doit pouvoir avoir accès au réseau pour pouvoir découvrir les serveurs. Il faut aussi renseigner les identifiants, les mots de passe locaux ou admin du domaine pour pouvoir au niveau VM et au niveau base de données avoir les accès nécessaires pour récupérer les informations. Okay. Ça, c'est la partie découverte et ça, c'est la partie réplication. Généralement, si vous faites l'ouverture du port TCP 902 et les bonnes ouvertures de flux et les bons droits, vous pouvez faire de la migration sans agent. Ça veut dire que vous n'avez pas à scripter ou à installer des agents sur les machines virtuelles qui sont on-prem. C'est le vCenter qui se charge de ça. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire la réplication, la synchronisation. Et ça se passe via du VMware Snapshot ou du VMware Change Block Tracking. Donc, qui va vérifier les informations qui ont changé et faire le delta de la réplication. Côté Azure, vous avez le projet Azure Migrate et 4-5 ressources, donc les comptes de stockage, le service bus, l'Azure Key Vault ou le coffre de clés, le Recovery Services Vault et l'intelligence derrière pour faire la réplication sur des disques managés. Okay. Donc l'étape de migration, c'est pour la partie lift and shift, c'est assez simple. Donc il faut activer la migration, faire la première réplication initiale, donc la première synchro de données. Ensuite, il y aura forcément des informations qui vont se rajouter. Donc, il faut faire une réplication des données qui n'ont pas été synchronisées, donc la partie delta. Ensuite, il y a la partie migration. Donc, on a la possibilité de faire un test de migration, c'est-à-dire que ça a créé une machine virtuelle sur Azure. Et ensuite, on peut faire des tests pour voir déjà si la machine démarre, si elle est en bon état, etc. Et on peut faire le nettoyage du test avant de faire la bascule. Donc la bascule, il y a deux choix, c'est soit on éteint la VM source, ou alors on peut basculer, faire la bascule. Mais ce qui est recommandé, c'est plutôt d'éteindre la VM source. Pourquoi? Parce que derrière, ça garantit qu'il n'y ait pas de perte de données, parce que les utilisateurs qui utilisaient les VM sources vont plus pouvoir écrire des données. Donc, bien sûr, il faut le plan de communication qu'il faut, mettre un plan de maintenance, etc. Durant cette partie-là. J'ai mis quelques conseils, donc automatiser quand vous pouvez, tracer les activités, partager les rôles et les responsabilités, vérifier qu'il n'y a pas de snapshot au niveau VMware, vérifier les mises à jour au niveau OS, vérifier les agents, notamment la partie antivirus, EDR, et post-migration, faites des smoke tests, des tests techniques avant d'engager une recette fonctionnelle, chiffrer les disques si nécessaire, et faites une sauvegarde et une réplication si nécessaire, plus tout un tas de tâches post-migration qu'il faut pour sécuriser et permettre la gestion de la machine une fois migrée sur Azure. Sur la partie data, on peut avoir des file servers. Donc, dans la plupart des cas, il y a des projets parallèles qui peuvent se faire parce qu'il y a OneDrive, il y a SharePoint pour les données destinées aux utilisateurs. Mais je vous montre le Storage Mover
si jamais vous avez du NAS ou des shares. Donc aujourd'hui, on a Azure Files ou Azure Data Lake Storage. Files, ça permet de faire du SMB ou du NFS. Et généralement, Data Lake, ça va être plus sur la partie plateforme data, où on a besoin d'un lac de données, etc. Okay. La sécurité est super importante, même si les autres parties sont importantes également. Donc, principal outil de Cloud Security Posture Management, donc posture de sécurité. Ça va être Defender for Cloud. Il y a d'autres outils comme Prisma Cloud de Palo Alto, par exemple. L'essentiel, c'est d'avoir une visibilité sur les vulnérabilités et la posture qu'il faut avoir. Alors, attendez juste 2 secondes. D'où? Alors, donc je disais la partie Prisma Cloud, il faut avoir une visibilité sur les ressources Azure et pouvoir, les sécuriser, ok. Donc il y a tout un tas de configurations qu'on peut faire, mais il faut garder en tête que la sécurité est super importante, que ce soit pour les services IaaS, PaaS ou SaaS. Okay. Je vais passer rapidement à la partie modernisation. Donc, on a tout un tas de services cloud natifs qu'on peut utiliser. On peut avoir du Container Apps, du Kubernetes, du Azure Function pour la partie event-driven. Donc, vous pouvez utiliser les outils de développement. Il y a d'autres outils, par exemple, promus par la Cloud Native Computing Foundation. Donc, il y a plusieurs choix qu'on peut avoir pour faire du cloud natif. Okay. Très important, faire des arbres de décision. Les arbres de décision permettent d'arriver à des choix rationnels. Donc, bien sûr, il faut aller, il faut aller plus en détail dans les arbres de décision pour avoir la bonne réponse. Okay. Et dernière partie, je vais parler d'AVS, donc Azure VMware Solution. Donc, vous avez entendu parler de l'acquisition de VMware par Broadcom. Donc, aujourd'hui, il y a une grosse problématique au niveau des clients Broadcom. Et donc, AVS est une des solutions qui peuvent amener les clients à migrer. Donc, c'est une solution qui est opérée, gérée par les équipes VMware Microsoft. Et contrairement à ce qu'on a sur AWS où le partenariat a été rompu, aujourd'hui, le VMware, Azure VMware Solution est une vraie alternative ou une vraie solution viable. Okay. Je vais passer rapidement à la partie VMware. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est pas pour n'importe quel type de SI. Il faut quand même avoir une infrastructure conséquente, puisqu'il faut un minimum de 3 nœuds par cluster VSphere. Okay. Un maximum de 16 nœuds par cluster et un maximum de 96 nœuds au niveau d'une instance Azure Private Cloud. Okay. Donc, ça nécessite quand même un gros niveau de connaissances sur la partie VMware. Et d'ailleurs, une fois qu'on migre, on a quasiment les mêmes outils, à savoir vCenter, NXXT, HCX, etc. Comment on va migrer? Ça va être via HCX. Donc, c'est un portail qu'on peut utiliser pour faire de la migration. Okay.
Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? On n'a pas besoin de faire d'IP, de changement d'IP, pas besoin de faire de NAT. C'est assez, je vais pas dire que c'est simple, mais en tout cas, c'est assez bien documenté et assez bien fait. Ok. Et puis voilà, j'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Wout. C'était une très belle session et une très belle présentation. Je pense que ça a été très clair. Donc, on va prendre juste quelques questions. Il y a une question qui a été posée par Fadou Fall. Comment Azure soutient-il à la croissance et l'innovation continue des entreprises après la migration? Alors, comment Azure soutient-il la croissance et l'innovation continue des entreprises après la migration? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a tout un tas d'outils, de services et un écosystème partenaire autour de ça. Donc, je pense la réponse à la question, ça va être plutôt, comment dire, ça va être plutôt ces partenaires et ces outils et ces services qui sont disponibles autour, comment dire, la partie cloud native par exemple, la partie application intelligente avec les large language models par exemple. Et puis je pense que c'est, enfin, je pense avoir répondu à la question. Je ne sais pas si c'est très clair parce que Azure comme Microsoft ne soutient pas directement la croissance, mais produit ou fournit des services qui peuvent être utilisés pour accélérer la croissance ou faire de l'innovation. Je ne sais pas si Ok, c'est clair. d'accord. Merci beaucoup, Wout. Donc, on a aussi une autre question. Que pensez-vous d'Azure pour nos entreprises africaines par rapport aux autres cloud providers? Pourquoi choisir Azure? Alors pourquoi choisir Azure? Alors il y a plein de facteurs qui peuvent accompagner comment dire, la décision d'utiliser tel ou tel cloud provider, ok? Maintenant, ça va être plutôt au niveau client que ça va se jouer. Soit, par exemple, on est déjà sur un écosystème Microsoft et donc, naturellement, on va bouger sur Azure. Soit on a exploré, on a fait des business cases et vu en termes de coûts, par exemple, par rapport aux besoins des applications, peut-être AWS c'est mieux sur tel ou tel service, Google Cloud est mieux par rapport à tel ou tel service. Alors, je ne connais pas très bien l'écosystème cloud pour les entreprises africaines, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, le choix d'Azure le choix d'un cloud provider, on va dire globalement, ça peut être discutable comme ne pas être discutable selon les besoins des clients. Donc en termes de coûts, en termes de services, en termes de SLA, etc. D'accord. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Juste une dernière question avant de clôturer. Quelle certification proposez-vous pour devenir ingénieur en cloud? Quelle certification? Alors, enfin, c'est globalement les certifications qui vont être proposées par les fournisseurs, que ce soit Azure, AWS, que ce soit Google Cloud. Généralement, c'est des certifications basées sur des rôles. Donc, suivant, est-ce que vous faites du développement, est-ce que vous faites du MLOps, est-ce que vous êtes un admin système. Donc, il faut déjà voir sur quel
niveau, on se positionne déjà. Et une fois qu'on s'est positionné, on va voir les certifications qui sont associées. Donc, par exemple, si je prends Azure, ça va être la Z900 pour commencer, la Z104 pour la partie admin, la Z204 pour la partie dev. Ensuite, on monte en gamme, AZ305 pour la partie architecture, AZ400 pour la partie DevOps, etc. Donc, il faut identifier déjà sur quel segment on veut travailler. Ensuite, voir la certification qui a l'air de mieux coller au rôle. Okay. Après, les certifications, c'est une partie, mais c'est pas le tout. Il faut aussi faire beaucoup de e-learning, etc. Tu vois. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim, pour ces réponses très claires. Et vous nous avez fait aujourd'hui une session enrichissante, très claire, et une présentation assez large. Donc, on vous remercie surtout de votre présence, d'avoir répondu présent à cette grande journée du cloud. Et merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci à vous, merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn ou d'autres réseaux si vous avez des questions, si vous avez besoin de liens, aucun souci là-dessus, ok? Merci et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.